Ces overdoses arrivent un peu partout dans la ville. The impact that fentanyl. You gotta get up, the ambulance is coming, boss. Le fentanyl. Le fentanyl, enjeu de l'affrontement entre Pékin et Washington. Vous avez sûrement déjà entendu parler du fentanyl, mais est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire autour de son expansion? Car oui, derrière cette épidémie se cache une sombre affaire, tournée autour d'une famille devenue tristement célèbre, du fait de ses méthodes de marketing agressives, mensongères, et les différents scandales qui entourent cette famille. Laissez-moi vous conter l'histoire de la famille Sackler. Tout débute en 1903, lorsque Isaac et Sophie Sackler donnent naissance à leur premier enfant, Abraham Sackler. Étant né au début des années 1900, Abraham va rapidement changer de prénom pour Arthur Mitchell, une pratique assez courante dans les familles juives à cette époque, qui consistait à modifier les prénoms des enfants qui avaient une consonance juive afin d'éviter la ségrégation qui existait aux États-Unis. La fratrie s'agrandira plus tard avec la naissance de Mortimer en 1916, puis de Raymond, le cadet, en 1920. De son côté, Arthur vit une jeunesse plutôt paisible dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. C'est un enfant qui est très curieux et particulièrement intelligent, qui va suivre un cursus scolaire classique avant d'intégrer la faculté de médecine de l'université de New York. Le problème pour Arthur à cette époque, c'est qu'il est issu d'une famille quand même assez modeste. Son père, Isaac Sackler, est le seul à travailler dans la famille, et ses revenus de petit épicier ne permettront pas de financer les études d'Arthur, qui va donc devoir commencer à travailler pour une agence de marketing pharmaceutique en 1942, en parallèle de ses études, qui à l'époque s'appelle Douglas McAdams. Et en fait, le jeune Arthur, il va vite se faire reconnaître au sein de l'entreprise, notamment grâce à ses techniques innovantes et prodigieuses en matière de marketing pharmaceutique. Là-bas, il travaillera entre autres pour des big pharma tels que Roche, et sera notamment l'un des premiers à promouvoir des anxiolytiques qui étaient étudiés à cette époque par Roche. On peut citer par exemple le Valium, dont le principe actif est le diazépam, la molécule pionnière de la classe des benzodiazépines, ou encore le Librium, ou Librax en France, qui est un autre anxiolytique, lui aussi commercialisé par Roche. D'ailleurs, une vidéo sur les benzodiazépines arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon contenu. Si vous appréciez, sachez que je commence, alors ça m'aiderait vraiment si vous pouviez me donner un petit retour dans les commentaires, afin que derrière, je puisse vous produire un contenu au top de vos attentes. Évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo, et n'hésitez pas à partager si vous avez des amis curieux. En 1947, Arthur va racheter Macadam, l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il y fera grimper les chiffres de l'entreprise en travaillant avec des firmes novatrices de l'époque. Par exemple, il va collaborer avec Pfizer dans les années 50, qui œuvrait à cette époque uniquement dans l'industrie chimique. Il travaillera avec eux afin de propulser un antibiotique de la famille des macrolides, la terramycine. Et c'est cette collaboration qui a introduit Pfizer dans l'univers pharmaceutique. Il commencera alors son internat au centre psychiatrique de Creedmoor, dans le Queens à New York, avec une conviction profonde en lui, les méthodes d'enfermement et d'isolement de l'époque n'étaient pas une solution à la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques. Pour lui, tout se jouait dans la médiation cérébrale, et seuls les médicaments étaient efficaces. Il va faire rentrer ses frères dans cet hôpital afin d'effectuer de nombreux travaux de recherche, dont certains seront très controversés à cause de leurs pratiques et de leurs méthodes peu déontologiques. D'ailleurs, ces méthodes de recherche qu'Arthur va enseigner à ses frères vont commencer à porter un nom plutôt péjoratif de méthode Sackler. Par exemple, il ira jusqu'à traiter les patients atteints de troubles bipolaires, de schizophrénie et de psychose isolée par des injections d'histamine et même parfois d'insuline. Tout ça, la plupart du temps, sans même que le patient ait son mot à dire. On est alors en 1952, lorsque la famille Sackler décide de racheter une société qui se nomme Purdue Frederick et qui deviendra Purdue Pharma par la suite. Alors, en réalité, elle ne sera rachetée officiellement que par les deux cadets, car Arthur reste fidèle à Douglas McAdam, ce qui l'empêchera de collaborer avec d'autres industriels du monde de la pharma. Du moins, officiellement. En effet, il y a plusieurs théories en rapport avec l'inclusion ou non de Arthur dans la partie financière de cette société. Aujourd'hui, la seule chose dont on a la preuve, c'est qu'il a disposé d'une option sur un tiers de la société, car lors de sa succession, après son décès en mai 1987, son droit à la société a été vendu à ses frères. Le premier blockbuster de Purdue Pharma, donc le premier gros médicament qu'ils vont commercialiser, sera le MS Contin en 1984. Il s'agit de comprimés de morphine avec une formulation à libération prolongée, prescrite à l'époque
pour des douleurs chroniques, en préférence au sulfate de morphine à libération immédiate. À cette époque, difficile de savoir si la famille Sackler savait déjà que la problématique addictogène des opioïdes finirait par éclater au bout d'un moment. Malgré tout, ils vont perdurer dans le commerce des opioïdes, et là, notamment, ils s'apprêtent à sortir un nouveau médicament, du moins un vieux médicament délaissé, dont le principe actif est l'oxycodone. L'oxycodone, c'est une molécule qui a été découverte en 1916 par deux chimistes allemands. Elle avait été un petit peu utilisée en anesthésie dans les années 50, mais c'est vraiment lorsque les deux frères Mortimer et Raymond ont fouillé les vieux tiroirs que cette molécule a pris en popularité. L'oxycodone, c'est 1,5 fois plus puissant que la morphine. Pur du pharma, ils vont la promouvoir comme une spécialité sans risque addictogène, ce qui, évidemment, aurait été une révolution dans le traitement de la douleur si les procédures de commercialisation avaient été clean. Pour la faire courte, lors des études cliniques, le labo savait que le risque de dépendance lié à ce médicament était très élevé. Mais ce dernier a décidé de le commercialiser pour lutter contre les lombalgies chroniques en 1996. Ils n'ont pas hésité à mentir sur le risque de dépendance accrue en allant promulguer l'innocuité de leur traitement aux médecins. Forcément, du fait des techniques frauduleuses et mensongères de sa promotion, ce médicament il a été prescrit à tort et à travers à des patients souffrant de douleurs chroniques, ou même parfois de préférence à la codéine dans le traitement des douleurs aiguës. Les médecins étaient persuadés que l'oxycontin était un remède miracle, exempt de tout risque addictogène. Tout ça a eu pour conséquence, lors de l'arrêt du médicament, un sevrage très difficile à vivre pour les patients, qui se sont retrouvés avec des douleurs encore plus intenses qu'avant, des troubles de l'humeur, des diarrhées, des vomissements et des crises de douleur insupportables, qui sont venus se surrajouter aux symptômes déjà présents avant d'avoir débuté le traitement. C'est simple, l'oxycontin ne leur faisait plus aucun effet. Car sans le savoir, ces patients avaient développé une dépendance physique à leur traitement qui leur avait été prescrit sur une trop longue durée. Certains patients se sont donc mis à écraser les comprimés pour les sniffer, voire même se les injecter. Pour vous donner une idée de ce que représente le marché de l'oxycontin en 1997, ce sont 125 460 000 $ de ventes et plus de 920 000 prescriptions d'oxycontin, ce qui représente plus d'une boîte prescrite toutes les 10 minutes aux États-Unis. Il aura fallu quand même attendre 2001 pour que la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'autorité qui régule entre autres les médicaments aux États-Unis, révise la présentation du médicament, pourtant déjà bien connu pour ses risques de dépendance et de mésusage. Plus tard, plusieurs témoignages diront que la famille Sackler avait une tendance particulière à soudoyer les autorités qui leur faisaient barrière. C'est probablement la raison pour laquelle il aura quand même fallu attendre 5 ans avant que l'étiquette Black Box Warning doive obligatoirement figurer sur chaque boîte d'oxycontin. La Black Box Warning, c'est un petit peu comme si en France on prenait un médicament et on le classait comme stupéfiant. Vous me direz donc que c'est une bonne nouvelle, que les prescriptions vont réduire. Sauf que paradoxalement, les ventes d'oxycontin ne vont pas diminuer, elles vont même avoir tendance à augmenter. Maintenant que le poison a été vendu, et à défaut d'avoir le remède, Purdue, toujours dirigé par les deux frères Sackler, va continuer à promouvoir l'oxycontin, tout en sachant qu'avec ce médicament, les patients deviennent vite dépendants et augmentent rapidement les doses. C'est donc un marché très mortifère, mais plutôt rentable pour la firme. Mais comme chaque histoire a une fin, Purdue, qui était suivi de près par la FDA depuis la commercialisation de l'oxycontin, plaidera coupable en 2007, lors d'un procès dans lequel la firme était inculpée pour misbranding. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître publiquement qu'ils ont trompé les médecins, les autorités et les usagers, en omettant de mentionner le risque addictogène sur l'étiquetage des boîtes. Purdue écopera donc d'une amende de près de 600 millions de $, mais l'oxycontin, lui, reste toujours disponible sur prescription dans les pharmacies aux États-Unis. Sauf qu'en 2010, nouveau rebondissement, la FDA va approuver une nouvelle formule d'oxycontin qui s'appellera l'oxycontin ADF. Cette formulation, elle va venir remplacer l'ancienne. L'occasion, entre autres pour Purdue, de cacher un petit peu la poussière sous le tapis après leur procès à 600 millions et de redorer leur blason. En fait, la stratégie derrière ça, et qui va se retourner contre eux, on le verra un petit peu par la suite, c'est qu'ils vont sortir un nouveau médicament qui contient la même molécule active, donc l'oxycodone, mais en modifiant légèrement les ingrédients de sa recette, pour que si un patient essaye d'écraser le médicament, il se retrouvera avec une structure gélatineuse. En fait, ils ont fait ça pour que les usagers arrêtent de sniffer ou de s'injecter le médicament, qui à la base avait été formulé pour une prise orale, ce qui, en théorie, aurait dû avoir comme conséquence de réduire le mésusage d'oxycontin et d'endiguer cette épidémie au plus vite. Sauf qu'il est déjà trop tard. L'oxycontin, dans sa formule originale, tourne déjà sur le marché noir depuis bien longtemps. Ça remonte au scandale qui a suivi l'affaire de 2007, lorsque les médecins ont alors limité leur prescription d'oxycontin aux patients atteints de douleurs vraiment intenses. L'accès à la méthadone et à la buprenorphine, des médicaments utilisés pour réduire progressivement la consommation d'opioïdes, devient difficile. D'un côté,
Les centres d'addicto habilités à prescrire ces médicaments ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients tant la demande explose. Le contexte de l'époque impliquait aussi que les médecins de ces structures ne pouvaient pas faire plus de 30 prescriptions de méthadone lors de leur première année d'exercice. Et pour couronner le tout, Rekit, qui à l'époque commercialise la méthadone, décide de modifier la forme du médicament, passant de la forme comprimée à avaler vers des films sublinguaux, car oui, les patients pouvaient aussi s'injecter de la méthadone. L'effet était certes moins puissant, mais faute de mieux, c'était parfois leur seule alternative. Tout ça, ça va créer des difficultés d'approvisionnement assez fréquentes, notamment dans certains états comme dans le Kentucky, le Vermont ou encore la Virginie occidentale, qui étaient déjà des régions aux États-Unis dans lesquelles les prescriptions d'Oxycontin étaient très importantes à l'époque. Malheureusement, de toute évidence, il est trop tard pour stopper l'hémorragie. Ça fait déjà 3 ans qu'un commerce parallèle tourne à plein régime, celui du narcotrafic. Le problème, vous allez le voir venir, c'est que comme on l'a vu, sa production a été arrêtée. Les stocks d'Oxycontin se vident donc à vue d'œil, et il est de plus en plus difficile de trouver de vrais comprimés d'Oxycontin en vente dans la rue. Parallèlement, c'est au début des années 2010 qu'on va retrouver une augmentation des décès liés aux surdoses en héroïne, qui, jusqu'à maintenant, avait tendance à stagner. Alors, il y a certes d'autres paramètres à prendre en compte, mais là, on va parler en chiffres. Parce que je vous ai fait une courbe sur la base des données recensées dans une étude du Centre national de biostats des US, le CDC Wonder, qui a dénombré les victimes d'overdoses liées aux opioïdes et qui les a reliées à 3 types de substances. Premièrement, les opioïdes dits classiques, donc ça va englober d'une part les opiacés, qu'on retrouve dans les alcaloïdes du pavot à opium, c'est-à-dire des substances qui ont un effet sur le corps humain, qu'on va retrouver dans cette plante et qu'on va pouvoir utiliser comme médicament, comme par exemple c'est le cas pour la morphine, la codéine ou encore la poudre d'opium. Mais ça englobe aussi la sphère des médicaments qui en dérivent, par exemple le tramadol ou justement l'oxycodone. En bref, ce sont tous les médicaments qui sont légalement prescrits. Ils vont également recenser les décès liés aux surdoses d'héroïne ou diacétylmorphine, qui est un ancien médicament du 19e siècle, qui est lui 2 fois plus fort que la morphine, et qui a été commercialisé par Bayer avant d'être interdit à la vente, du fait de ses effets secondaires. Depuis, c'est devenu une drogue récréative. C'est une substance qu'on va retrouver sous forme de poudre, qui se consomme en injection, en sniff, ou encore par inhalation. C'est une drogue qui est très addictogène, et qui va connaître une recrudescence de son nombre de décès annuels, de 2010 jusqu'à 2017, dépassant les 15 000 décès cette année-là. Et enfin, on va retrouver les opioïdes dits synthétiques, qui sont représentés principalement par le fentanyl, qui est une drogue cette fois 40 fois plus puissante que l'héroïne. Par conséquent, 80 fois plus puissante que la morphine. On estime que 2 mg de cette substance injectée en intraveineuse suffisent à tuer un homme qui n'a jamais touché d'opioïdes. Et on va s'apercevoir sur le graphique que le nombre de décès liés à cette classe va exploser à partir de 2013. Pour avoir un ordre d'idée, en 2021, on a recensé 108 000 décès imputables aux surdoses d'opioïdes, et dans ces 108 000 décès, 71 000 étaient directement reliés à cette dernière classe. Au total, entre 1998 et 2023, ce seront plus de 800 000 personnes qui vont succomber à des surdoses d'opioïdes. Un chiffre terrifiant qui dépasse de loin les décès liés aux surdoses de n'importe quelle autre classe de psychotropes. C'est un peu comme si, en 25 ans, la ville de Marseille avait perdu l'intégralité de sa population actuelle. De son côté, Purdue Pharma fera faillite en 2019 et sera reconnu coupable, au même titre que la famille Sackler, en mars 2025 de faux, d'usage de faux, de corruption, de publicité mensongère, d'entrave à la justice, de mise en danger de la vie d'autrui. Ça fait beaucoup là, non? Mais surtout de la mort de centaines de milliers de personnes. Ils vont écoper d'une sanction record de 7,4 milliards de dollars à verser en dédommagement aux familles des victimes liées à l'affaire de l'Oxycontin. En direct, j'aurais jamais souhaité, mais en direct les gars, en direct. À l'heure actuelle, c'est probablement la famille la plus détestée des États-Unis. Une famille sans foi ni loi, aux ambitions démesurées, qui n'a reculé devant rien pour vendre toujours plus, allant jusqu'à causer la mort de centaines de milliers de personnes et de déclencher la fameuse crise des opioïdes, tout ça en connaissance de cause des risques liés à leur pratique. C'était la sombre histoire de la famille la plus meurtrière des États-Unis.